Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À l'impasse des Trompettes à Font-Bragelonne-Bemao, l'eau coûte très cher aux habitants, même très cher. Comptez un minimum de 1 000 €. La faute à l'enchevêtrement des tuyaux qui occasionne de nombreuses fuites. Cap Excellence semble tout ignorer de cette ignominie. En Martinique, les automobilistes voient noir. L'interdiction des vitres teintées a du mal à passer. Ils étaient mobilisés hier à Fort-de-France pour réclamer un assouplissement de la loi pour nos régions. Ils ont lancé un appel à l'ensemble des automobilistes antillais. Des images chocs à la limite de l'horreur. Le paquet neutre s'installe progressivement chez les buralistes. Cette mesure phare du plan santé remplira-t-elle son rôle dissuasif auprès des fumeurs? Les reportages de la Guadeloupe et de la Martinique nous donneront un aperçu dans ce journal. Carnaval Rivé, l'incontournable guide du carnaval édition 2017 est déjà disponible. Sa conceptrice Maïté Perrault nous en révélera les grandes lignes. Elle est notre invitée. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Depuis des mois, les habitants de l'impasse des Trompettes à Font-Bragelonne, à Bemao, reçoivent des factures d'eau au montant astronomique, pas moins de 1 000 € par facture. Et pour cause, le réseau composé de tuyaux entremêlés connaît de nombreuses fuites. Malgré de nombreux courriers adressés à Cap Excellence, chargé de la distribution de l'eau potable dans cette zone, les habitants sont toujours sans réponse. Ils ont décidé de créer un comité pour faire entendre leur ras-le-bol. Reportage Isabelle Hameau, Moïse Dexter, Patrick Curie. Des tuyaux visibles et qui longent la chaussée sur des centaines de mètres avec leur accord. C'est ce que l'on peut voir à Font-Bragelonne, une tuyauterie destinée à acheminer l'eau chez les résidents de l'espace des Trompettes qui se plaignent des nombreuses factures astronomiques de 1 000 €, voire plus, en fonction de l'abondance des fuites. Moi, non, facture 1 000 et quelques euros là, à présent. Alors, ça, c'est seulement qu'à garder sur quand les gens nous ont payé, parce que c'est fait nos pays, ou quoi c'est vivre de l'eau, faut payer. Mais non, c'est moi qui regarde qui j'ai géré ça. L'eau, c'est un bitin bon, c'est nécessité faut payer, mais à pas pour péter tout le temps comme ça. Moi, quand on veut venir avant on les fait en maison, et j'en ai près de un an quelques, ma pauvre yo faille. Cette condition de vie est d'autant plus difficile pour ce couple de personnes âgées habitant la maison la plus éloignée de l'impasse. Ah ben oui, l'eau l'a pété. De la a coulé, peut-être toute la nuit nous passons. Facture là, vous voyez, il faut nous payer. Et il y a pas qui pète de l'eau là. Comprenez? Alors il faut nous payer facture là, nous ne pouvons pas respecter assis de l'eau là qui a coulé là. Parce que si on nous paye ni de l'eau là, tout est qui a pété. À 2 mois, nous gagnons moins 6 à 7 coupes d'eau. C'est pas normal ça. Alors que nous commandons, que fait qu'on nous avancer, c'est nous. Au lieu de rester juste en haut là, pour nous fermer de l'eau à chaque fois, fait qu'on est là avancer, c'est nous, et nous qui prenons soin de l'eau, nous. Plusieurs courriers ont été transmis à la mairie de la ville et à Cap Excellence par les riverains, qui restent encore sans réponse. Ils souhaitent au plus vite régler la situation. Et encore un autre désagrément lié au problème de l'eau en Guadeloupe. Le collège de Gourdeliane à Bemao a décidé de renvoyer la totalité de ses élèves à compter de 14 h aujourd'hui. Aucune indication n'a été donnée aux parents sur un éventuel jour de reprise. Elles sont considérées comme la seule occasion pour les salariés de se faire entendre, selon le gouvernement. Les élections syndicales des très petites entreprises sont pourtant snobées par les salariés. La dernière élection, seuls 4% d'entre eux avaient voté pour élire leurs représentants syndicaux. L'occasion pour nous de nous intéresser aux enjeux liés à cette élection. Reportage Karen Diama. Initialement prévues du 28 novembre au 12 décembre 2016, les élections des très petites entreprises concernent près de 32 000 salariés en Guadeloupe.
Il faut savoir que dans les entreprises, il y a des représentants du personnel, mais seulement dans les entreprises de plus de 11 salariés. Et loi là, qui permet justement le vote dans les très petites entreprises, qui prévoit qu'il y ait une commission paritaire interrégionale qui permet que les travailleurs qui sont dans les petites entreprises désignent des représentants syndicaux pour défendre la situation au niveau de la formation, au niveau de l'emploi, au niveau des accords de branche, au niveau des conventions collectives. Alors qu'en 2012, le taux de participation était d'environ 5%, cette année, les élections auront un triple enjeu. C'est important aussi pour les organisations syndicales parce que d'une part, ça permet de donner des représentants pour défendre le droit à les travailleurs qui sont dans les petites entreprises. Il faut savoir qu'il y a pratiquement 32 000 personnes qui sont concernées en Guadeloupe et parce que 80% des entreprises en Guadeloupe, c'est des entreprises de moins de 11 salariés. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait des représentants. Ça d'autant plus important pour le syndicat là que ça a mesuré représentativité au niveau de différentes branches professionnelles. Et ça a servi également en 2017 pour la désignation des juges prud'homales. Ils ont mis en place une commission cette année-ci paritaire régionale professionnelle. On verra ce que ça donne à l'intérieur, mais nous, on fera tout pour défendre les intérêts des travailleurs de manière sérieuse comme on l'a toujours fait. Donc c'est vrai que bon, c'est une découverte. C'est la première fois que ça va être mis en place. Il y aura certainement des tâtonnements, mais on ne sait pas encore la portée réelle de cette institution. Si les syndicats se donnent les moyens de convaincre leurs électeurs, ils dénoncent le manque d'informations autour de ces élections. Et malheureusement pour nous, pas ni assez publicité, entre guillemets, pas ni assez communication que les instances du ministère du Travail qui a fait alentour. Et c'est nous, organisations syndicales, qui avons porté manœuvre pour faire en sorte que les travailleurs votent. Il y a 4 ans, c'était 4,70% de salariés qui ont voté. Là, on ne sait pas combien qui le feront, mais il n'empêche qu'il n'y a pas une campagne sérieuse sur ces élections, alors qu'elles sont quand même déterminantes pour la vie de toute centrale syndicale. Pour voter, 2 options s'offrent à vous, par Internet jusqu'au 13 janvier et par correspondance jusqu'au 20 janvier prochain. Et hier en Martinique, de nombreux automobilistes se sont mobilisés au parking du stade de Dillon pour protester contre l'interdiction des vitres teintées. Ils réclament un assouplissement des lois pour nos régions et espèrent bien créer un mouvement populaire dans les 3 départements. Reportage Jean-Marc Dabreux et Michelet François d'ATV Martinique. Baroud d'honneur ou début de protestation, manifestement la nouvelle loi sur les vitres teintées ne fait pas l'unanimité en Martinique. Mes voitures ont des vitres teintées simplement pour protéger l'intérieur de ma voiture ainsi que moi-même. Vous voyez, si j'oublie mon portefeuille, je peux oublier mon portefeuille de ma voiture. Je peux après être plus sûr de retrouver mes effets personnels, mon portefeuille dans ma voiture par rapport aux vitres teintées. Esthétiquement parlant sur le véhicule, c'est ça pour tous les gens qui ont des véhicules, surtout des sièges en cuir par exemple, c'est déjà un inconvénient. Ils sont venus avec leur véhicule, aux vitres teintées bien sûr, mais aussi avec un lot d'arguments contre cette réglementation. Vous avez des femmes qui ont tendance à circuler avec leur sac à main ou le portable sur le siège passager. Là encore, les individus qui passeront à côté de la voiture à ce moment-là, de leur voiture à ce moment-là, risqueront justement de menacer ces femmes-là pour accaparer leur sac à main. Quand je mets la clim par exemple dans ma voiture, si ma voiture est déjà chauffée, elle était au soleil, ça prend du temps. Pour l'un des initiateurs du mouvement, ce premier rendez-vous doit déboucher sur un rassemblement plus large, autour des forces politiques et sociales. Nous sommes motivés à faire changer cette loi et par la suite, s'il le faut, on entreprendra des actions plus fortes, comme des blocages de préfecture ou des opérations molotov. Mais pour le moment, on va s'évertuer à faire des actions sans gêner la population martiniquaise, juste pour pouvoir faire parler de nous, faire parler du mouvement et faire prendre conscience aux élus que cette loi doit être enlevée ou modifiée. En attendant la suite du mouvement, les contrevenants à la loi s'exposent à une lourde sanction, 135 € d'amende et 3 points de moins sur le permis de conduire. Pendant des années, la puissante industrie du tabac a tenté d'empêcher leur arrivée sur le marché. Mais voilà, les paquets neutres ont fait leur apparition chez les buralistes. Les logos ont disparu pour laisser la place à des images d'une précision chirurgicale déconcertante. Reportage Frédéric Mazy. Ça a changé, c'était rouge, maintenant c'est noir. Exact, c'est neutre. Un paquet neutre sans distinction d'une marque à une autre. Un nouvel emballage qui ne décourage pas les fumeurs. Peu importe le packaging, c'est le produit, la cigarette qui prime. Donc je fume, ça sert à rien d'avoir un packaging très joli. Ça reste toujours la même chose, des cigarettes. Donc non, ça me dérange pas plus que ça. Ça va pas m'empêcher de fumer.
Quand on est indépendant, on est dépendant. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Parce que franchement, lorsqu'on a envie de fumer, ce n'est pas ni un petit dessin, ni un truc comme ça, quoi. C'est l'envie, quoi. Il n'y a aucun souci pour les paquets. Ça. Ce sont les images qui sont dessus, ça choque un petit peu. Les buralistes doivent aussi s'adapter. Difficile ces premiers jours de se repérer, de ne pas faire d'erreur quand tout se ressemble. Seule la marque est indiquée en bas du paquet en petits caractères. Vu qu'avant c'était directement toutes les couleurs, les marques, et puis bon, comme on connaissait les emplacements. Là aussi ça revient avec le temps, on commence à connaître les emplacements. Donc surtout bien vérifier, vu que maintenant c'est neutre, c'est écrit partout de la même façon. Le paquet est de même façon partout. Donc, faut juste s'habituer. S'habituer, puis quand même vérifier. Regarder si c'est bien ce qu'on donne aux clients. Alors, entre News, Brooklyn, ouais, c'est le même. Donc bien vérifier, Brooklyn bleu, News rouge. Un fumeur régulier sur 2 meurt prématurément des causes de son tabagisme. Cette mesure doit dissuader les plus jeunes de devenir dépendants à la nicotine et pousser les inconditionnels à quitter leurs cigarettes. Les couleurs, par exemple, étaient une manière très importante de pouvoir avoir une identification forte. La marque, ce n'est pas seulement ce qui est apposé sur un produit, c'est également un environnement, on va dire, de valeur, hein, pour utiliser notre jargon publicitaire, et ces valeurs n'existent plus. Donc peut-être qu'il va y avoir des abandons, mais je pense que ça va être relativement mineur. Mais encore une fois, je pense que sur les primos, chez les jeunes essentiellement, hein, ceux qui se mettent à fumer, eh bien, il risque d'y avoir effectivement des effets importants. À noter que les cigares et le tabac à pipe échappent à la règle. Après l'Australie ou encore le Royaume-Uni, la France est l'un des premiers pays à mettre en vigueur le paquet neutre. Et cette mesure peut-elle empêcher les fumeurs de continuer justement à acheter des cigarettes? C'est la question qu'ATV Guadeloupe vous a posée ce matin. On écoute. Je pense pas, non. Je suis fumeuse moi-même. Ça peut pas me dissuader. J'ai cette envie d'arrêter de fumer, mais l'envie vient de soi. Je pense pas que ce soit une publicité sur un paquet de cigarettes. On sait très bien ce que le tabac peut provoquer. Je crois que les gens fument de moins en moins quand même. Et ceux qui sont encore fumeurs comme moi ont l'envie, cette envie d'arrêter. Et c'est pas ce qui est porté sur un paquet de cigarettes qui va dissuader quiconque. C'est l'envie qu'on a, le désir de justement, quand on a des amis, la famille qui nous disent tous les jours, et nous-mêmes, à un moment donné. Ça ne sert à rien, c'est toujours de la fumée. Moi, je fume depuis déjà pratiquement 40 ans. Et ça ne m'empêche pas de fumer. Le fait que le paquet soit neutre, ça change rien? Ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Il faudrait carrément enlever les cigarettes. Voilà. C'est tout. Là, c'est arrête de nous taxer. Voilà. C'est-à-dire l'État gagne de l'argent dessus. Donc on laisse. Hein? Franchement, je ne pense pas, parce que ça reste toujours neutre ou pas neutre, ça reste toujours les cigarettes. Voilà quoi, donc paquet neutre ou pas paquet neutre, mais c'est toujours pareil hein, à mon niveau, hein, je ne vois pas la différence. Bien sûr, il faut qu'ils voient la réalité, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne action qui est mise en place par le ministère? Ça fait, je ne sais pas quelles sont les études, mais en tout cas, voir quelque chose de déplaisant, ça ne nous incite pas à fumer. Voilà. Bon, moi, je ne pense pas que ça peut aider à dissuader quoi que ce soit, dans la mesure que si la personne fume, je pense qu'il n'y a aucun changement, aucune conséquence sur ça, dans la mesure que si la personne fume, même si le paquet est neutre ou pas, la personne va toujours fumer. Voilà, donc il faut mettre autre chose, quelque chose de dégradant, quelque chose qui fera peur, mais pas neutre. Voilà. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas, parce que les jeunes, plus en plus, ils fument, alors ils auraient dû arrêter carrément. Carrément, parce que ça insiste quand même de fumer. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, rencontre avec une Guadeloupéenne qui a réussi à se faire sa place au Canada. Et puis le guide du carnaval est sorti. Carnaval rivé, sa conceptrice Maïté Perrault sera avec nous pour en parler. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la réunion décisive entre la Ligue de football de la Guadeloupe et les arbitres. Suite à l'agression de l'un des leurs, lors du match CSM contre US Bananier, les arbitres avaient déposé le sifflet. En conclusion de cette rencontre, une mesure de conservation a été prise à l'encontre du joueur concerné. Les arbitres bénéficient, je vous le rappelle, d'une protection judiciaire, les mettant au même rang qu'un gendarme. On écoute les explications de Florent Charin, président de la commission régionale d'arbitrage. Il est interrogé par Patrick Curie.
La réunion avec la Ligue a été une réunion une réunion de prévention, on va dire, puisque la Ligue ayant été destinatrice de la motion des arbitres, de la décision des arbitres d'arrêter les sifflets. Le comité de Ligue a décidé de réagir assez rapidement, on va dire, très rapidement, puisque tout de suite ils ont pris le problème à bras le corps. Et donc ont décidé de rencontrer le monde du football, globalement, pour pouvoir faire le point et remettre les choses en place, puisque c'est vrai qu'ils en sont conscients qu'aujourd'hui, sans arbitre, la question du football est complètement remise en cause. L'idée, c'est de faire en sorte que les choses reprennent leur cours normal, en ayant mis chacun devant sa responsabilité. Donc le comité a décidé de rencontrer l'ensemble des acteurs dimanche, de façon à faire le point, à en tout cas débattre de cette question de la sécurité des arbitres, du respect de l'arbitre et globalement de la responsabilité de chacun dans l'organisation des compétitions. Elle est guadeloupéenne, expatriée au Québec, au Canada depuis de longues années. De passage en Guadeloupe, le docteur Doris Rancy en a profité pour rencontrer les élèves de l'URMA à Saint-Claude. L'occasion de leur livrer son parcours pour le moins atypique de la Guadeloupe au pays de l'érable. Un reportage d'Isabelle Amou et de Karen Diama. How long have you lived there for? I've been living in Quebec for now 11 years. Yes. Un échange en anglais très interactif qui aura permis à ces élèves de s'intéresser à l'un de nos talents, expatriés depuis 11 ans au Canada. Je vis au Québec depuis 2005. Et là, actuellement, je travaille dans un laboratoire de recherche sur le VIH à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. C'est un hôpital qui est affilié à l'Université de Montréal. À 36 ans, le docteur Doris Rancy est microbiologiste immunologue. C'est entre la Guadeloupe, l'Angleterre et la France hexagonale qu'elle effectue ses études de biologie avant de se retrouver au Canada. Un territoire plus accessible que d'autres. Le Canada, le choix a été fait parce que c'était beaucoup plus facile d'immigrer au Canada qu'aller aux États-Unis, parce que les démarches étaient beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples. Puis j'ai trouvé facilement un laboratoire d'accueil et donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir là-bas. De quoi séduire certains de ses élèves en classe de CAP commerce comme Ernald qui souhaitent aussi s'ouvrir au monde. Je peux prendre un exemple sur elle pour voyager un peu, pour faire comme elle. D'étudier dans un autre pays. Dans la vie, il y a beaucoup d'opportunités. Comme elle a eu son opportunité, donc tout le monde peut faire comme elle. Donc, pourquoi pas moi? Oui. Cette rencontre aura permis au docteur de sensibiliser les élèves aux infections sexuellement transmissibles tout en consolidant leurs prérequis en anglais et en biologie. Et nous poursuivons notre épopée des talents de la Guadeloupe. Elle fait partie de ces petites mains qui travaillent d'arrache-pied pour faire connaître l'actualité de la vie artistique et culturelle de la Guadeloupe. La fondatrice du site internet Kaika Fête vient de publier la 3e édition du guide pratique du carnaval pour cette saison 2017. Maïté Perrault, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Alors je l'ai dit, ça fait des années que vous évoluez dans l'ombre, dans le milieu de la communication, pour faire connaître l'actualité artistique, l'événementiel de la Guadeloupe. Vous avez lancé Kaika Fête, qui aujourd'hui est devenue une référence. Vous venez de produire la 3e édition du guide du carnaval. Mais d'abord, Kaika Fête, racontez-nous un petit peu, parce que c'est devenu une entreprise, une société qui fonctionne. C'est ça. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors ça serait un peu long, mais pour faire court, c'est une histoire de passionnés. Donc moi-même, qui aime le gros cal et les roses, qui aime nos artistes, etc. Mes premiers amis artistes étaient Lydia Barlagne, Eric Delblon. Donc ils jouaient dans des petits endroits. À l'époque, il y avait le Chez Nous, il y avait des petits endroits comme ça, mais je retrouvais l'information nulle part. On était en 2006, Facebook n'existait pas encore, c'était l'époque de MySpace et encore. Et je ne retrouvais pas ces infos, même les soirées Les Roses dans les sections du Lamentin, de Bémao, tout ça. Donc j'ai commencé à faire, pour mes amis, parce que les gens cherchaient aussi ces infos-là, à faire une compilation de ces infos. C'était essentiellement les soirées Groca et les concerts. Donc j'encourageais les gens à aller dans ces soirées et à aller voir nos artistes, musiciens, etc. Et puis petit à petit, les gens transféraient cette information qui était sur du Word, toute simple par mail, à leurs amis, leur famille, ça a grossi. Et puis à un moment, j'ai voulu arrêter parce que moi, je suis ingénieure agronome à la base.
Mais c'est vrai que le côté musical, artistique, ça m'a toujours plu. J'ai arrêté parce que je suis partie faire autre chose. Et quand je suis revenue 2 mois après, j'ai une amie que j'ai croisée comme ça par hasard à l'époque au Big Créole et qui me dit « Ah mais Maïté, Kaïka Fête, ça me manque. Moi, c'était chaque semaine, je recevais ça, ça me permettait de sortir, tout ça. » Je lui dis « Ah bon, bah écoute, je vais le reprendre parce que voilà, il existait d'autres agendas. » Et j'ai repris comme ça. J'ai voulu créer un site du coup pour le mettre sur un site. Ça s'est professionnalisé. Et aujourd'hui, donc c'est la plateforme que beaucoup de monde connaissent. Et donc c'est kaikafête.com, donc l'agenda des sorties artistiques et culturelles en Guadeloupe. Et le dernier agenda en date, c'est Carnaval Rivé, l'incontournable du carnaval, 3e édition. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors c'est un format papier, j'ai décidé de faire du format papier parce que les gens me disent mais on est dans le numérique et tout ça, mais c'est un annuel, donc c'est pas un récurrent et j'avais envie de faire quelque chose de qualité pour mettre en avant notre carnaval, parce que je trouve que notre carnaval c'est le plus beau du monde, c'est pas du chauvinisme, c'est vraiment, je suis allée à Anguilla, enfin les carnavals anglophones, au Brésil, etc. on voit, mais je trouve qu'en diversité, en costume, en musique, en créativité, c'est le plus beau du monde. Et pour moi, le carnaval, parce que c'est aussi dans mon engagement de vouloir professionnaliser la culture, c'est pas que les défilés, c'est pas que des amusements, tout ça derrière, c'est des professionnels, c'est des chorégraphes, c'est de la musique, donc c'est de la production musicale, c'est des métiers, les créateurs, les artisans qui font des tambours, etc., des chachas. Donc c'est toute une activité économique de ce carnaval que j'ai voulu mettre en avant et j'ai sorti donc en 2015 le premier guide Carnaval Rivé et cette année c'est donc la 3e édition de Carnaval Rivé. Alors hormis le programme du carnaval de cette année 2017, on retrouve également tous les contacts de toutes les fédérations, tous les carnavaliers. J'imagine que cela a nécessité des heures de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'informations. Il faut être vraiment une petite souris sur les réseaux, sur Internet, pour aller capter l'information. Parce que malgré qu'on soit tous sur le numérique, on a encore du mal à communiquer de manière très carrée. Donc en fait, c'est aller chercher l'information là où elle est, sur les sites, sur les Facebook des gens, etc. pour créer donc ce magazine avec différentes rubriques, donc de l'actu multimédia, les messages dans le carnaval, un zoom sur la chorégraphie, les métiers, des recettes de cuisine et effectivement le Thibaut. Donc c'est un petit guide, en fait, où on a les coordonnées des groupes parce que je trouvais ça important parce que souvent on m'appelle, on me dit oui Maïté, je cherche un groupe de carnaval pour animer telle soirée hors période de carnaval. Les gens cherchent à contacter les groupes. Donc si ça peut aider une agence de communication, une agence événementielle, eh bien ça permet d'aider, donc de professionnaliser. Donc j'ai décidé de faire ce Thibautin et c'est des heures derrière son téléphone à appeler, à voir les anciens présidents, les nouveaux présidents. Où est-ce qu'on peut trouver ce guide? Alors ce guide est distribué partout en Guadeloupe dans 150 points de distribution. Donc j'ai fait appel à une entreprise spécialisée en distribution, donc dans Jarry, donc largement distribué, dans les mairies, services culturels, au centre culturel Sonis, et puis chez nos partenaires aussi. Donc tout est mis en ligne également sur le digital. Donc il y a un lien sur le site kaikafête.com. Comme ça, les gens peuvent faire leur lecture en ligne. J'ai également référencé tous les lieux de distribution. Donc les gens pourront voir sur le site où est-ce qu'ils pourront en récupérer. Mais normalement, il y a eu 10 000 exemplaires cette année, ça va être largement distribué et j'espère que les gens auront l'occasion de récupérer cette 3e édition. Merci Maïté Perrault d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je crois que vous vous intéressez également à l'économie solidaire. Ça m'intéresse, mais plus l'économie culturelle. Enfin, de toute façon, quand on parle de solidaire, on parle d'insertion. Et c'est vrai que dans la culture c'est de la professionnalisation. Il y a énormément de chantiers d'insertion à faire et donc aussi des projets solidaires. Alors en Guyane, Ayo Delégerme a rencontré une jeune entrepreneuse qui a créé son épicerie solidaire, une entreprise financée à 80% par les aides publiques. On regarde son reportage. Avec plaisir. Le compte à rebours est lancé. 8 jours avant les premières galettes, 1 mois et demi avant la fin des dernières commandes, Enrica, la directrice de cette entreprise d'insertion, réceptionne les derniers ingrédients des galettes solidaires. C'est comme ça tous les jours, non-stop. Depuis 11 ans, Tidégra confectionne ce mets des rois dans le but de récolter des fonds. L'an dernier, la vente a généré 6 000 € de bénéfices réinjectés dans les frais de fonctionnement de cette entreprise d'insertion. Les bénéficiaires, près de 1000 familles en situation de précarité. Dans le cadre de notre fonctionnement, nous avons renoncé en tant que fondateur et membre du conseil de direction à tout bénéfice et que toutes les activités, tous les bénéfices que nous allons pouvoir octroyer dans le cadre des activités seront reversés directement pour l'épicerie sociale. L'épicerie solidaire occupe près d'1 tiers des 300 mètres carrés dédiés à l'entreprise.
Ici, les prix sont au plus bas pour permettre aux clients à faible revenu de faire leurs courses à moindre coût. Ils participent à hauteur de 30% de la valeur réelle des produits. En Guyane, Tidégra est l'unique structure d'aide alimentaire participative. L'objectif n'est pas de tenir la main et de payer pour l'usager. L'objectif, c'est de rendre l'usager en fait autonome, qu'il participe, même si en fait il ne donne que 20 ou 30 centimes. Mais en fait, si vous voulez, le principe de pouvoir contribuer et de ne pas forcément en fait accepter le don, il y a des personnes en fait qui ne voient pas les choses de la même manière. Et là, en fait, vous avez notre cuisine professionnelle. Au fond de l'épicerie, un sas mène à la cuisine, où près de 1000 galettes devraient être confectionnées cette année avec l'aide d'une dizaine de bénévoles. Ces galettes ont un tel succès que cette cliente s'y prend une semaine à l'avance pour passer sa commande. On dira qu'elle est exquise, elle est délicieuse, voilà. Et puis ça coûte moins cher qu'ailleurs, on va le dire. Si les galettes sont aussi abordables, c'est en partie grâce aux contributions diverses et variées. 80% de leur budget global est financé par la CTG et la Direction de la cohésion sociale. Une contribution pourtant insuffisante. L'entreprise s'occupe de 3 fois plus de familles que ne lui permettent ses ressources. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un local plus grand, ainsi qu'on n'a plus de place. Comme vous avez vu, on a fait le tour. On a de gros problèmes en fait de stockage. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Plus de sous? Et lorsque je vois en fait les bénéficiaires, le fait de voir que leur vie évolue, là je suis contente. Mon plus grand rêve en fait, ça serait de ne pas les revoir. Voilà. Mais bon, ça c'est un rêve qui n'est pas réalisable parce que si elles reviennent, forcément c'est parce qu'il y a un besoin. Vendredi prochain, Tidégra vendra ses premières galettes de l'année. Une galette achetée pour une table familiale garnie. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de Carrefour Contact à Grand-Camp aux Abîmes de 8h30 à 13h. Et si vous avez une information à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 0590 60 11 2 fois et à nous envoyer aussi vos communiqués à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. On se retrouve dans quelques minutes pour retrouver Eddy Planté pour Questions Directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.